BX1+. Le face-à-face. Pour l'instant, on va se poser cette question d'un pass vaccinal. Est-ce qu'il en faut un en Belgique? Quel serait l'intérêt de ce document? Qu'est-ce que ça permettrait? Est-ce que c'est souhaitable? Et quelle est la différence aussi avec le fameux certificat européen qui est en préparation et qui devrait permettre à ceux qui sont vaccinés ou qui peuvent prouver qu'ils ne sont pas contagieux de voyager dans le courant de l'été? On va discuter de tout ça avec l'homme qui nous a apporté des bonnes nouvelles aujourd'hui. C'est Yves Van Latem, spécialiste de la médecine des voyages et porte-parole de la plateforme interfédérale Covid-19. Élie Cogan, qui est spécialiste en médecine interne à l'hôpital Delta au Chirec. Et François Perle, qui est le directeur du pôle acteurs social et citoyen de Solidaris, donc les mutualités socialistes. On va peut-être juste rappeler un petit peu ce qui est en préparation au niveau européen. Vanessa Lullier, on a parlé de certificat vert, ça a changé de nom. Ce sera plutôt un passeport voyage. Oui, c'est plutôt ça. Alors, le 29 avril, le Parlement européen s'est prononcé en faveur du pass Covid. Pour l'instant, c'est son petit nom. Alors, à présent, des discussions doivent encore avoir lieu avant sa mise en place pour fin juin. Ce pass sanitaire devrait permettre à tous les Européens de circuler librement d'un État à l'autre d'ici cet été. Alors, le certificat devrait suffire et empêcher un État d'imposer une quarantaine, notamment à l'arrivée. Alors, en attendant, le pass Covid révélera plusieurs informations afin de ne pas discriminer les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de se faire vacciner ou qui ne le souhaitent pas, puisque le vaccin contre la Covid-19, rappelons-le, n'est pas obligatoire. Alors, en plus de votre vaccination, il pourra être noté le résultat de votre dernier test PCR ou antigénique, ou encore que vous êtes bien immunisé si vous avez déjà contracté la maladie. Alors du coup, les eurodéputés demandent que les tests PCR soient gratuits pour tous et ils souhaitent aussi que seuls les vaccins homologués par l'Agence européenne du médicament soient repris dans ce pass. Cela veut dire que cela exclurait les touristes russes ou du Maroc qui sont vaccinés, mais avec le vaccin chinois. Par contre, un accord pourrait être signé avec les États-Unis. Alors voilà, ça c'est pour le débat au niveau européen. On va se poser la question de savoir s'il faut un autre document ou un document semblable pour les activités en Belgique et notamment pour ceux qui souhaiteraient assister à des concerts, à des festivals ou à d'autres choses encore. On va commencer par vous, Yves Van Latem. Vous nous confirmez que cette réflexion-là, elle a lieu aussi au niveau de la Belgique. La décision n'est pas encore prise, mais les scénarios commencent à être un petit peu étudié? Tout à fait. Au niveau plus qui est donc le Games, dans le Games enrichi de sociologues, de juristes et autres, a réfléchi depuis quelques semaines sur ce point, devrait rendre dans peu de temps, je dirais, aux politiques un petit peu ses recommandations, de manière à voir comment, au sein de la Belgique, pour ceux qui ne quitteraient pas la Belgique, par exemple, ou au sein de la Belgique, quel serait l'emploi de ce type de certificat, ce qu'on mettrait dans ce certificat, ce qui serait éthique ou légal d'y mettre, ce qui serait aussi important au point de vue santé. Oui, donc c'est une réflexion donc, au sein de ce groupe Games Plus, et puis après les ministres devront trancher. Dans votre idée, ça pourrait servir à quoi? Ça pourrait servir par exemple à assister à un concert à l'intérieur avec une grande jauge, ça pourrait servir à assister à un festival, ça pourrait donner accès je sais pas, à certains types de commerces. Jusqu'où on peut aller? C'est toute la question, est effectivement là, toute la question est très derrière. Et là, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Il y a un impact potentiel, on a déjà dit, sur les voyages. La Belgique pourrait décider qu'en fonction de ça, elle fait ou pas une quarantaine, elle fait ou pas simplement des tests au retour. Mais c'est aussi toute l'optique de savoir, pour entrer dans certaines manifestations au sens large du terme, où il y a beaucoup de monde, où il y a un risque, si ce document doit être rendu obligatoire ou pas. Et on a encore des discussions d'ailleurs ce soir, puisque nous avons encore une réunion sur le sujet ce soir. Alors, on va qu'on est au cœur de l'actualité. On va donner la parole à Élie Cogan, qui est donc spécialiste de médecine interne au Chirec. Vous êtes un chaud partisan de cette idée de passe. Pourquoi? D'abord, on a effectivement proposé déjà il y a exactement 2 mois. On peut regretter qu'on ait mis tant de temps à y réfléchir. Le très bon résumé qu'on a fait au début de ce reportage précise exactement ce que nous avions proposé et qui est en application au Danemark. Je crois que c'est un point important. C'est exactement le Corona Pass qui est appliqué au Danemark à la satisfaction apparemment de tout le monde et qui permet d'ouvrir notamment l'Horeca en intérieur. De ce point de vue-là, lors du débat auquel j'ai participé dimanche au plateau de RTL,
on a pu voir avec plaisir que le représentant de l'Horeca, qui était plus que mitigé jusqu'à maintenant, a retourné vraiment sa veste dans le bon sens et approuve ce type-là de passe pour pouvoir réouvrir sans contrainte les restaurants. Ouais. Élie Kogan, quand même, si je peux me permettre de vous poser cette question, est-ce que c'est pas un petit peu hypocrite? C'est-à-dire que si on réserve un certain nombre d'événements aux seuls détenteurs d'un pass qui va être essentiellement centré sur la vaccination, est-ce qu'on n'est pas en train de rendre la vaccination quasi obligatoire? Alors, je sais qu'on a... Enfin, j'imagine que dans votre esprit, vous ne voulez pas être volontairement clivant, mais on veut chaque fois ramener ce pass qui justement est conçu pour ne pas faire de discrimination, pour ne pas être clivant, car il y a, comme on l'a rappelé, également l'immunité acquise par la maladie, mais également pour ceux qui ne sont pas immunisés, la possibilité de faire des tests. Et le point fondamental, parce qu'il ne faudrait pas le rendre discriminant sur base du coût des tests, l'élément important, et j'ai ici la décision au niveau européen, et je crois que c'est une décision semblable qu'on doit prendre, test universel, accessible, rapide et gratuit. Ça, ce sont les points, et j'avais interpellé M. Vervoort sur ce point-là, c'est fondamental. On a été, et il va de la thème partage peut-être, mais de façon plus nuancée, mon avis, on a été et on est extrêmement frileux par rapport aux tests, par rapport à d'autres pays. Au Danemark, ils font 500 000 tests par jour, ils vont monter à 700 000. Un tiers seulement de PCR. Et donc, ce n'est pas une contrainte agressive, ce test-là, dès lors qu'on peut également utiliser des tests de prélèvement nasaux qui sont quand même beaucoup moins agressifs que les prélèvements nasopharyngés. Voilà, donc le fait d'avoir un test récent, c'est quoi, 72 heures, j'imagine? Alors non, je pense que si on prend des tests antigéniques, il faut être le plus prudent. Et je dirais que pour un test antigénique, ça devrait être le jour même, parce qu'on peut très bien... Le test antigénique est très sensible pour détecter des charges virales importantes et donc pour identifier quelqu'un qui est potentiellement transmetteur. Mais si vous faites un test antigénique la veille, vous pouvez être en train d'incuber, le test sera négatif et il serait positif le lendemain. Pour l'antigénique, je pense qu'il faut naître 24 heures. Et pour la PCR, écoutez, plus vous faites un test court, plus vous êtes en sécurité. 72 heures me paraît un petit peu trop long, je dirais 48 heures. Donc voilà, un pass vaccinal qui pourrait reposer donc soit sur le vaccin, soit sur le fait qu'on a développé récemment la maladie et qu'on a donc des anticorps, soit sur un test dans un délai relativement court. Et vous précisez bien que tout ça doit être gratuit. François Perle, on avait fait un débat avec vous il y a quelques mois sur cette idée de pass vaccinal. À l'époque, vous n'étiez vraiment pas enthousiaste. Est-ce qu'Élie Kogan vient de réussir à vous convaincre ou pas? C'est pas une question d'enthousiasme ou pas. D'abord, on a beaucoup avancé parce qu'effectivement, je crois qu'on peut vraiment se poser la question de savoir s'il va exister ou pas. Il va de toute façon exister au niveau européen. Et donc, je suppose que ces déclinaisons nationales vont suivre. Sur le fond, je suis tout à fait d'accord sur le plan technique et de la faisabilité technique. Et je crois qu'effectivement, tout le monde est d'accord pour dire que si ce passe vaccinal il faut effectivement pas de discrimination entre les personnes vaccinées et non vaccinées et la possibilité d'avoir recours à des tests. On cite l'exemple du Danemark, il y a 450 centres de dépistage sur le territoire danois pour 5 millions d'habitants. Donc ça voudrait dire quand même au niveau belge monter considérablement dans les capacités de testing et surtout d'accessibilité du testing. Donc on n'y est pas encore. Donc ça serait vraiment une première condition préalable. Je mets d'autres conditions qui sont à la fois des conditions d'ordre politique et éthique. Je crois que c'est toujours le problème du précédent. Bon, donc moi, on est évidemment tout à fait favorable, dans certains cas, à certaines vaccinations obligatoires, bien entendu, et donc on ne remet pas du tout en question cet acquis-là. Mais ici, on est face à une autre ampleur, je veux dire, dans le dossier. Donc, il faudrait, je pense, à tout le moins un débat politique et un autre aussi, et au Parlement, donc, qui, à mon avis, est le bon endroit pour en discuter et pour en discuter aussi bien des questions éthiques que de l'élargissement, enfin, en tout cas, des secteurs qui seraient affectés par ce pass vaccinal. François Perle, ça veut dire que ça peut pas être... Corona Pass, pardon. Mais le troisième point, c'est la fracture numérique. Donc, ça semble évident à tout le monde de se balader en permanence avec un QR code et un smartphone. C'est pas le cas pour une grosse partie de la population. Et donc là, il y a un élément auquel il faut prêter très attention, c'est que si on avance cette direction-là, il faut s'assurer aussi les conditions d'accessibilité de l'ensemble de la population à cet outil. Oui, ça veut dire, François Perle, que ça ne peut pas être une décision ni du comité de concertation, ni de la conférence interministérielle de la santé. Vous pensez que ça doit être légiféré par le Parlement?
Ben, sur le plan du précédent que ça crée, je pense qu'il faut à tout le moins un débat parlementaire. C'est quand même, il faut aussi se poser la question de savoir si la Belgique est prête, et la population dans son état actuel est prête à adhérer à ce type de mesures. On parle sans cesse de la difficulté de faire adhérer la population aux mesures. Je pense qu'un des problèmes vient parfois du fait que certaines mesures, et c'est très subjectif, hein, je crois que les mesures doivent être prises, mais que certaines mesures ne semblent pas suffisamment délibérées. Donc, ne commettons pas une erreur face à un sujet qui est aussi sensible. Ouais. Élie Cogan, je vous redonne la parole, puisque vous avez visiblement demandé à l'avoir, mais est-ce que là, François Perle ne met pas quand même un point important sur la table? C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ce soit une décision des experts, entre guillemets, et que la population ait le sentiment que ça leur est de nouveau un petit peu imposé. Oui, tout à fait, mais donc la dimension éthique est une dimension bien entendu incontournable. J'ai eu une discussion pas plus tard qu'hier avec la présidente de la commission, du comité de bioéthique qui vont remettre leur avis tout prochainement. À titre personnel, elle était tout à fait en faveur de cette approche-là, en me disant qu'au départ, de prime abord, un peu comme M. Perle, il y avait toute une série d'éléments, je dirais, un peu irritants par rapport à ce qu'on a l'habitude de concevoir en termes d'éthique, mais elle a changé d'opinion. Et je pense qu'on devrait véritablement s'imprégner de ce virus. Il ne va pas disparaître. On va devoir vivre avec ce virus pendant encore longtemps. Et donc, dans l'échelle des différentes valeurs, également de liberté, il faut voir également une modification de notre approche habituelle. Alors, on a parlé, mais vous avez repris M. Perle à juste titre, il s'est repris d'ailleurs aussi en disant, on a tendance tout le temps à dire passeport vaccinal. Je pense que la sémantique est extrêmement importante et c'est mieux de dire Corona Pass ou certificat sanitaire, etc. Alors, la remarque concernant l'accessibilité par rapport au smartphone est un point effectivement important. Je pense qu'au Danemark, il y a l'aspect smartphone, mais il peut y avoir des déclinaisons papier. Le tout, c'est d'avoir l'assurance qu'il n'y ait pas des faux qui vont circuler. C'est déjà un problème qu'on a connu précédemment avec ce type-là d'outils. Alors, puisqu'on a parlé du Danemark, on va réexpliquer un petit peu pour ceux qui ne connaîtraient pas ce dossier, ce qu'on fait exactement au Danemark, Vanessa Lullier. Oui, donc au Danemark, depuis 3 semaines maintenant, tout le monde a dans son smartphone un Corona Pass. Alors c'est un certificat pour prouver sa vaccination, soit un test de moins de 72 heures, soit un test sérologique. Donc on est assez proche de ce qui a été décidé au niveau européen. On peut alors, avec ce pass, se rendre au restaurant, au musée ou au théâtre si on l'a. Et les gens qui n'en ont pas, eh bien, ne peuvent pas rentrer. Alors, on peut se faire tester, on l'a dit, en 5 minutes et en 15 minutes, on a son résultat sur son téléphone. Alors, cela, effectivement, nécessite une grande confiance dans les autres aussi. Les gens au Danemark se testent beaucoup plus vite. On compte 500 000 tests par jour et qui sont évidemment entièrement gratuits. Et au niveau de la vie privée, eh bien, c'est anonyme puisqu'en fait, quand vous rentrez quelque part, l'autre téléphone voit simplement que votre certificat est OK et on vous laisse passer, mais on ne sait pas qui est le propriétaire de ce certificat. Ça veut dire qu'on voit d'un smartphone à l'autre en fonction de avec qui on se trouve dans une pièce. Comme pour Corona Alert, en fait. Oui. Yvan Lathème, je reviens vers vous. Il y a une chose qui a été dite par Élie Cogan sur laquelle je voudrais quand même vous entendre. Vous nous avez annoncé des bonnes nouvelles tout à l'heure en conférence de presse et Sabine Storder aussi en disant que la vaccination progressait bien et que les chiffres de contamination d'admission à l'hôpital diminuaient bien. Quand Élie Cogan dit ça va durer plusieurs années et il faut qu'on s'habitue à ces précautions ou ces mesures sanitaires et qu'on se balade en permanence avec la preuve qu'on est sans danger pour les autres. Vous partagez ce point de vue? C'est le monde dans lequel on est en train d'entrer? Alors je pense qu'on entre transitoirement dans ce monde. On entre dans ce monde le temps que l'entièreté des gens aient eu leur entière vaccination, qu'on ait une meilleure connaissance de l'impact de la vaccination, de la durée de sa validité, qu'on ait pu mieux maîtriser ce que deviendront les variants et s'ils sont bien contrecarrés par la vaccination. Il nous faudra encore quelques mois pour avoir ça en main. Je pense qu'à partir du moment où l'immense majorité des gens qui le souhaitent, parce qu'un choix personnel, seront vaccinés, qu'on aura pu se rendre compte que soit les variants sont dominés,
soit un rappel par un autre vaccin, nous élargit sur les variants en question, on va arriver dans une situation où il ne faudra pas tout le temps dégainer le fait que l'on n'est pas porteur du virus au fond de son nez. Je pense qu'on va alors revivre avec, comme on vit avec la grippe, comme on vit avec d'autres microbes, sans devoir prouver qu'on n'est pas porteur du virus en question. Ça mettra encore quelques mois avant qu'on ait retrouvé une vie où on ne doit pas prouver des choses par un carnet, que ce carnet soit notre GSM ou un papier. Ça veut dire qu'il faut, pour que ça ait une utilité, ça veut dire qu'il faut aller relativement vite, ça veut dire qu'il faudrait l'implémenter dans les mois qui viennent, si possible, depuis cet été. Et puis on se dit, si on a la chance d'échapper à une 4e ou une 5e vague, peut-être qu'en 2022, on oubliera ce certificat ou ce Corona Pass. Alors je pense que ça a toute son importance dès maintenant, je dirais une importance majeure dès maintenant, mettons le mois de juin pour dire quelque chose de manière à ce qu'on ait un outil convenable. Cela pendant de nombreux mois, pas juste 2-3 mois. Et je pense qu'effectivement, dans un temps que je ne peux pas encore estimer, qui serait quelque part entre 3, 6, 12 mois, on va alors, comme l'a dit Élie d'ailleurs, vivre avec ce virus sans devoir à tout moment présenter des documents. En tout cas, c'est ce que j'espère au vu de l'évolution des choses pour l'instant. Ouais. Élie Kogan, je voudrais quand même vous interroger sur l'exemple danois. Quand on parle de l'accès au musée, aujourd'hui, tout le monde peut accéder au musée. Par contre, on le fait avec un certain nombre de restrictions. Il y a des jauges réduites, on doit garder des distances, on doit suivre un parcours. Donc, on a demandé au musée de se réorganiser. C'est préférable pour vous d'avoir un Corona Pass ou d'avoir plutôt des protocoles sanitaires dans les lieux qu'on fréquente? Parce qu'il y a les deux options quand même qui sont possibles. Exact. Et donc, j'ai un peu modélisé l'ensemble de cette situation avec 3 cercles. Un premier, c'est la circulation du virus. Si effectivement le virus ne circule quasi plus, eh bien toute une série d'autres précautions vont tomber. L'autre point, c'est les lieux. Est-ce qu'on a des lieux qui sont safe? Et le troisième point, c'est les personnes qui doivent être safe. Et donc, on peut faire bouger le curseur de ces 3 éléments, et en fonction d'où se trouve le curseur, on a ou pas la nécessité de ce Corona Pass. Par exemple, les Danois disaient très clairement, si pour prendre un café 5 minutes à une terrasse, ils ne doivent pas dégainer leur smartphone. L'exemple que vous donnez dans les musées, et le système de ventilation, etc., pourrait faire en sorte qu'on puisse entrer dans un endroit en fonction de la jauge, du nombre de personnes qui s'y trouvent, etc., sans nécessairement devoir dégainer son Corona Pass. Et donc, il faudra adapter, à mon sens, ce Corona Pass en fonction des lieux et en fonction des conditions sanitaires des lieux, du nombre de personnes et de la circulation du virus. François Perle, on voit qu'Élie Kogan a bien réfléchi au système et qu'il a déjà un modèle tout prêt à nous présenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous y croyez? Et puis, question subsidiaire, qui va payer tout ça? Parce que j'imagine qu'il va falloir du développement et aussi une certification d'un certain nombre d'informations. Non, mais je trouve que comme toute proposition, elle mérite d'être débattue. Donc, je crois qu'il ne faut pas la rejeter d'emblée. Au contraire, elle doit justement être débattue. Je pense qu'il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en considération, comme par exemple l'accès au service universel. Je crois que ce Corona Pass ne peut pas, par exemple, être obligatoire, avoir accès à l'enseignement, à la santé, au transport public. Je pense qu'il y a une base de services universels qui doivent rester accessibles à tous sans montrer ce Corona Pass. Sinon, on va rentrer vraiment dans une société de surveillance tout à fait invraisemblable. Je crois qu'il faudrait aussi, s'il existe, le limiter aux endroits où il n'y a pas de possibilité d'introduire des protocoles sanitaires. Et alors, à ce moment-là, je pense qu'on peut avoir le débat sur le coût et sur l'implémentation. Ça, je laisse ça aux techniciens. Moi, je me méfie des solutions trop évidentes. Donc, ça se marche très bien au Danemark. Mais il faut savoir que le Danemark est quand même dans une autre dynamique de gestion de l'épidémie que nous sommes depuis le départ. Ils sont aussi dans une stratégie quasiment de suppression du virus et ils ont pu aussi instaurer ce Corona Pass à un niveau très très bas de circulation du virus, ça fait une différence. L'autre différence, effectivement, pas une différence, mais en tout cas l'autre question, c'est de savoir comment implémenter ça et comment éviter un deuxième flop comme le flop de l'application Corona, parce que ça serait pire que bien et parfois le mieux est l'ennemi du bien. Ouais. Élie Kogan, allez-y. Oui, du point de vue technique, donc au moment d'ailleurs de la carte blanche début mars, j'avais pris contact avec l'ancien directeur technique qui s'est occupé de l'organisation d'Abrumède du réseau Santé Wallon pour voir justement la faisabilité et en quel délai on pourrait mettre ça en place. Tout ce qui est vaccin, c'est déjà centralisé.
ce sont les tests, pareil, il faudra juste ajouter une couche complémentaire par rapport aux tests antigéniques. La chose un peu plus compliquée qui nécessitera un interfaçage, c'est la sérologie. Chaque labo a ses tests sérologiques et donc il faudra remettre de façon binaire, anticorps présent, pas présent, avec une date. Et donc, s'il y a une décision politique, pour lui, en 3-4 semaines, ce serait réalisable de le mettre en place. Ouais, Élie Kogan, une dernière question. C'est quand même pas un petit peu contradictoire avec la protection de notre vie privée, la protection des données, ce fameux règlement RGPD européen qui fait qu'a priori, il n'y a pas de grande base de données qui reprend des informations qui touchent à notre santé? Écoutez, donc, la discussion qu'on a eue avec le responsable de ce pass-là au Danemark, ils avaient tenu compte de toutes ces remarques-là et d'avoir quand même une garantie au plan technique de la confidentialité des données. C'est effectivement un élément important. Enfin, vous savez, sur le réseau Santé Wallon, vous pouvez ou pas y adhérer. Donc, vous pouvez très bien dire, je n'adhère pas, je ne veux pas que mes données soient partagées. Et donc, ces données, elles existent déjà dans une base de données centralisée. Donc, il ne faut pas non plus qu'on soit paralysé par cet élément-là. Je pense que c'est un spectre qui est de temps en temps exagéré. Alors on va conclure ce débat. Je vais encore donner la parole une fois à Yves Van Latem, une fois à François Perle pour cette dernière question. On a entendu donc Élie Kogan et toutes ses explications. Est-ce que malgré tout, si on va dans cette direction-là, on ne crée pas une situation d'une société à deux vitesses avec un côté un petit peu inégalitaire entre ceux qui adhéreront au pass, à la vaccination, à tous ces systèmes qu'on met en place, et tous ceux qui soit ne voudront pas y participer, soit ne seront pas capables d'y participer parce qu'il y a notamment la fracture numérique ou parce que l'information n'est pas descendue jusqu'à eux. On va commencer avec vous, Yves Van Latem. Mais comme l'a dit Élie, on diminue ce côté inégalitaire en y adjoignant la sérologie, c'est-à-dire le fait qu'on ait déjà fait l'infection ou les tests, si du moins ces tests sont gratuits, je pense que c'est tout à fait important. Oui, mais ça veut dire qu'on doit quand même se préparer à être testé tous les jours ou tous les 2 jours, si on veut avoir une vie normale. Et le fait que dans un futur, comme je vous le disais là tantôt, à mon avis, ceci est quelque chose de transitoire qui ne va pas s'installer. Et donc, il faut vivre avec ceci qui va améliorer nettement la qualité de vie de beaucoup de personnes en permettant justement un accès à certaines choses qui nous manquent de longue date. Et ce n'est pas seulement les restaurants, mais vous l'avez dit, la culture aussi. Et qu'à un moment, dans peu de mois, j'espère le moins possible, eh bien, on n'aura plus besoin de cela et ce sera un souvenir du passé. François Perle. Moi, je me soucie plus des gens qui ne pourront pas l'utiliser que des gens qui ne voudront pas l'utiliser. Bon, si quelqu'un, dans son consentement éclairé, n'a envie de donner aucune donnée médicale et n'a pas envie de profiter d'un tel système, on pourrait presque dire que c'est son problème. Le problème, c'est qu'à côté de ça, il y a beaucoup de gens qui ont des barrières d'accès technologique. Moi, je trouve qu'Abrumette est un magnifique système. Je suis un grand utilisateur d'Abrumette et on en fait largement la promotion. C'est un outil convivial, utile, tout ce qu'on veut, mais qui reste malgré tout pas toujours très facile d'accès. Donc moi, je crois qu'il faut vraiment traiter la question de la barrière technologique et de la fracture numérique comme quelque chose d'important et pas comme quelque chose de secondaire. Ouais, une dernière question, Yves Van Latem. Vous pensez qu'on aura une décision politique dans quel délai sur cette idée de Corona Pass ? Je pense qu'on doit soumettre les idées de Games Plus dans les peu de semaines devant nous. Quand je dis peu de semaines, je pense que c'est certainement dans les 2 semaines devant nous et le politique devra alors décider. Donc, à mon avis, on devrait avoir une décision dans le courant du mois de mai, me semble-t-il. En tout cas, il y aura les éléments pour prendre une décision, me semble-t-il. Eh ben, on vous réinvitera tous les 3, si vous êtes d'accord, dans le courant du mois de mai, à la fin du mois de mai, si la décision est effectivement prise. Merci beaucoup, Yves Van Latem, donc porte-parole de la plateforme interfédérale Covid-19 et grand spécialiste de la médecine du voyage. François Perle, directeur du pôle acteur social et citoyen à Solidaris, les mutualités socialistes, et Élie Kogan, donc professeur émérite à l'ULB et spécialiste de médecine interne au Chirec. Merci à tous les 3 pour ce très bon débat, très intéressant débat. Merci à vous 3.